Bonjour à tous, bienvenue à cette édition de 24 heures RH consacrée aux soft skills. Je suis Ferrat, le chef de projet digital de Parlons RH pour cet événement. Aujourd'hui, nous vous proposons 10 webinaires à heure fixe jusqu'à 18 heures avec 19 experts de la fonction RH. Et je vous rappelle que vous pouvez noter les conférences à leur issue, laisser des commentaires et poser vos questions dans le chat aux speakers. Je vous laisse entre de bonnes mains et je vous souhaite une bonne journée, un bon webinaire. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont là, toutes celles qui sont là. Bonjour. On charge la présentation et on va se présenter rapidement ensuite. Ça y est, ça arrive. C'est parti. Bonjour à tous. Donc, bienvenue dans ce webinaire sur l'efficacité des formations aux soft skills. Moi, je suis Laurent Morel, cofondateur de Bloomer Impulse. Et chez Bloomer, je m'occupe de l'accompagnement de nos clients RH, du choix des formations, de leur déploiement et de leur suivi. Je suis accompagné de Virginie Boutin et de Dorothée Vincent, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous et à toutes, je suis Virginie Boutin, je suis présidente cofondatrice de Bloomer Impulse, je suis coach professionnel et donc chez Bloomer, moi justement j'anime notre communauté de coachs partenaires et également je contribue à la conception et la rédaction de nos formations en ligne, notamment sur l'aspect terrain, ancrage terrain, ancrage réalité entreprise dans nos programmes. Bonjour à tous, moi je suis Dorothée Vincent, je travaille dans les RH depuis toujours, en tant que DRH depuis presque 20 ans, dans des secteurs d'activité aussi variés que l'IT, l'édition, le spectacle vivant, et aujourd'hui la formation puisque je suis DRH du groupe IGS. Alors l'IGS, en 2 mots, c'est 850 collaborateurs, et le double d'intervenants extérieurs. L'ADN du groupe, c'est l'accompagnement. Et nous formons des apprentis, des étudiants, des adultes en formation continue et de jeunes adultes en réinsertion. Nous formons ces apprenants dans 8 filières métiers du tertiaire, dont celle des RH. J'espère d'ailleurs que l'IGS RH rappelle quelques souvenirs à certains d'entre vous. Oui, peut-être certains ont été formés à l'IGS RH. C'est possible. Merci Dorothée. Alors, Bloomer Impulse, en quelques mots, on est un organisme de formation spécialisé sur tous les sujets qui nécessitent un accompagnement individuel par un tiers de confiance, parmi lesquels les soft skills, mais pas que. On fait ça sous la forme de programmes en ligne qui sont rythmés par des séances individuelles avec des coachs certifiés. Donc, c'est un dispositif, pour le dire autrement, qui est 100% à distance et qui est asynchrone, à savoir que c'est un mix entre du travail en solo, de la mise en pratique sur le terrain et des séances individuelles avec des coachs. On travaille avec tout type d'entreprise et toute taille d'entreprise. Vous savez, la spécificité des soft skills, c'est que ce sont des compétences transversales qui ne sont pas liées à un métier donné. Donc voilà, l'horizon des possibles est très vaste et on a à la fois des PME, des grands groupes et sur tout type de sujets. Oui, les besoins sont très, très variés selon les enjeux RH liés aux soft skills, puisque c'est le sujet aujourd'hui. On va avoir des enjeux, par exemple, sur le développement personnel avec la connaissance de soi ou des méthodes anti-stress, la résilience aussi, beaucoup ces derniers mois, et puis aussi travailler son leadership, développer son audace. Et évidemment, en ce moment, on a beaucoup de demandes sur manager à distance et télétravailler sereinement. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? On a en gros 40 minutes devant nous. Comme Ferrat vous l'a dit, on vous invite à mettre vos réactions, vos questions éventuelles dans le chat et on y répondra en cours de route et ou à la fin. On va traiter quatre questions principales. La première, c'est en quoi est-ce que le développement des soft skills est quelque chose de spécifique? En quoi ces spécificités impactent les modalités pédagogiques? Et puis, la question de l'impact sur la mesure de l'efficacité. Qu'est-ce que ça veut dire sur ce sujet? Et on terminera par un thème qui nous tient à cœur et qu'on vous garde pour la fin. Alors, premier sujet, à propos des spécificités des soft skills, il y a un mythe qui serait que on peut se former à ce type de compétences de la même manière qu'on se formerait à des compétences techniques. Or, ce n'est pas le cas. Les compétences soft sont des compétences qui mettent en jeu de l'humain, des comportements. Et pour les développer, il faut 3 choses notamment.
La première, c'est une capacité à prendre régulièrement du recul sur soi. Donc ça, c'est une dimension qui est individuelle, voire personnelle. Deuxième élément important, de la mise en pratique dans la durée et dans des interactions avec les autres. Les soft skills, ce n'est pas que de l'introspection. Hein. Il y a un aspect confrontation à la réalité et aux interactions avec les personnes avec qui je travaille qui est extrêmement important pour ancrer les choses. Et troisième point, un tiers de confiance qui n'est pas dans une posture de sachant, mais dans une posture d'accompagnant. Et pourquoi est-ce qu'il faut un tiers de confiance? Parce que prendre du recul sur soi, c'est pas facile. Et puis s'engager dans une démarche de fond pour développer des compétences comportementales, c'est pas facile non plus. Donc on observe que s'il n'y a pas de tiers de confiance, malheureusement, ça marche beaucoup moins bien. Donc on voit bien que ce n'est pas pareil que de former à des compétences hard. Hein. Quand je veux me former à Excel, j'ai pas forcément besoin de prendre du recul sur moi-même. Et c'est pas une compétence dans laquelle je vais aller mettre en jeu des relations avec les autres. Donc la réalité, c'est que former à des compétences soft, ce n'est pas la même chose que former à des compétences hard. Dorothée, peut-être, est-ce que tu peux compléter avec ta casquette de DRH sur ce thème-là? Pour partager mon expérience, c'est vrai que ce sujet a beaucoup évolué dans le temps. Quand moi j'ai commencé à m'occuper de ce qu'on appelait à l'époque les plans de formation, ils étaient composés majoritairement de formation aux outils et aux métiers, c'est-à-dire des hard skills, alors que la place des soft skills était vraiment très mince. C'était essentiellement des formations au management, sachant que toute autre proposition de formation était un peu considérée comme des trucs de DRH, vécu quasiment comme de l'ésotérisme. Hein. Pourtant, on parlait de gestion du temps, de prise de parole en public et pas de formation druidique dans la forêt de Tartagine. Hein. Soyons clairs. Ouais. Voilà. Et à l'époque, on appliquait finalement aux formations aux hard skills, aux soft skills, pardon, les mêmes méthodes d'ailleurs hein, que les formations aux hard skills. On était là de 9h à 17h, tous assis dans une salle. Voilà, c'était calqué sur le modèle des hard skills. Aujourd'hui, heureusement, dans les plans de développement des compétences, les formations aux soft skills se sont beaucoup développées, sont parfois même plus nombreuses que les formations aux hard skills. Je crois que les mentalités ont vraiment évolué et qu'on est nombreux en entreprise à avoir intégré que c'était plus du tout un accessoire, mais que c'était absolument fondamental, que c'était vraiment un must-have. Et donc, il y a l'évolution des mentalités, d'une part, qui a permis ça, mais aussi, ne nous cachons pas, l'évolution des technologies qui ont beaucoup évolué et qui me permettent aujourd'hui des modalités innovantes, beaucoup plus agiles, beaucoup plus souples et qui sont bien mieux adaptées, à mon sens, à la formation, à l'acquisition de compétences type soft skills. Merci pour cet éclairage. Alors justement, donc on a dit dans un premier temps que les soft skills, enfin développer les soft skills, c'était quelque chose de spécifique. On va voir ce que ça veut dire en termes de modalités pédagogiques. Donc, sur le premier point, qui est la capacité à prendre du recul régulièrement sur soi, il y a deux choses qui nous paraissent importantes. La première, c'est la question de l'envie. C'est-à-dire que sans doute beaucoup plus que pour une formation technique, on ne peut pas forcer quelqu'un qui n'a pas envie à faire une formation soft skills. Donc il y a un vrai sujet qui est comment est-ce que je fais pour donner envie et pour générer de la motivation intrinsèque chez les collaborateurs pour les amener à s'engager en site de formation et à prendre du plaisir à les faire et aller au bout. Premier point clé. Et deuxième point, la question du temps disponible. Qui dit prise de recul dit avoir des espaces temps dans lesquels on peut faire ces prises de recul. Chez Bloomer, par exemple, pour illustrer ça, on recommande à nos apprenants de consacrer 1 heure à 1h30 par semaine à la formation, pas plus. Et c'est quelque chose qui fonctionne très bien à une époque où trouver du temps, c'est pas forcément quelque chose de facile. Donc ça, c'est pour le premier point. Le deuxième, qui concerne la mise en pratique dans la durée et dans ses interactions avec les autres, il y a 2 points qui nous semblent importants. La première, c'est que ça veut dire des formations qui sont sur des durées de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est pas vrai de dire qu'on peut développer une compétence soft après 2 jours passés dans une salle. Ça n'existe pas. Il faut du temps et c'est extrêmement important. Et la partie interaction avec les autres est, comme le disait Dorothée, bien traitée aujourd'hui par les modes asynchrones qui permettent justement de mixer du travail personnel avec de la mise en pratique
Et puis un accompagnement qui peut être individuel ou collectif, qui dans notre cas est individuel, mais qui peut être aussi collectif. En tout cas, il faut durant la formation pouvoir concrètement aller se confronter au terrain. Mettre en application, mettre en application avec ses collègues, avec son entourage professionnel. Sinon, l'ancrage ne se fait pas. Et puis la question du tiers de confiance. Donc, je vous disais précédemment qu'on recherchait des accompagnants qui n'étaient pas des sachants, en fait, qui étaient vraiment, qui avaient une expertise qui était réussir à accompagner chacun dans le respect de sa singularité. L'expertise qu'on recherche pour ça, nous, aujourd'hui, c'est le coaching. Et donc, chez Bloomer, 100% des formateurs sont des coachs certifiés. Malheureusement, quand on regarde le paysage aujourd'hui des formats de formation sur les soft skills, le constat, c'est que la plupart des formats ne remplissent pas ces conditions. Et donc, ça pose question sur l'efficacité de ces formations-là. Et la bonne nouvelle, c'est que le digital et le mode asynchrone commencent vraiment à changer la donne. Dorothée, qu'est-ce que tu peux nous dire, vu de ta fenêtre, sur ces aspects-là? Je voudrais rebondir sur la première notion que tu évoquais, c'est l'envie. Il est vrai que autant quand il faut se former à Excel, il faut se former à Excel, on n'a pas le choix. Pour d'autres compétences plus soft, il vaut mieux effectivement être motivé. Ceci dit, nous venons de traverser, je pense, en tout cas la majorité d'entre nous, une expérience un peu inédite de télétravail contraint, et finalement sur ce point-là, ça a joué un rôle d'accélérateur qui me semble, et tâchons de profiter quand même des bons côtés de cette crise que nous traversons, ça a vraiment joué un rôle d'accélérateur et de bascule vers plus de souplesse et d'agilité. On a bien vu que c'était possible, et on a bien vu qu'il valait mieux être souple et agile, sinon on aurait tous eu des soucis dans nos entreprises. Juste à titre d'exemple, en 2 mots, nous, on a donc une activité formation continue au groupe IGS, et c'est vrai qu'au printemps 2020, nos stagiaires nous disaient non, écoutez, on n'accepte pas, on va pas le faire en distanciel, on va attendre de pouvoir revenir sur site. Nous, on préfère être sur site. Bon, et puis on a tous vu que revenir sur site, ça allait être repoussé de plus en plus dans le temps. Et finalement, nos stagiaires à l'automne ont fini par accepter nos propositions de formation distancielle que l'on a organisées de façon effectivement plus modulaire, voilà. Et même les plus réfractaires ont réalisé que ça pouvait marcher. Donc voilà, c'est peut-être le bon côté de ce qu'on traverse, c'est que ça ouvre des possibles. Juste avant d'enchaîner, j'ai une question de Cyril qui nous écoute là, qui dit qu'à défaut d'acquérir des soft skills, comme vous l'évoquez au travers de formations, n'y a-t-il pas davantage d'intérêt au départ de potentialiser les soft skills présentes chez tout un chacun des collaborateurs? Charge au manager de savoir orchestrer ces soft skills pour en tirer parti et donner sa place à chacun et chacune pour monter son équipe. Moi, juste à chaud comme ça, j'ai envie de répondre oui, bien sûr, Cyril, c'est du « et ». C'est-à-dire, pour moi, c'est pas du « ou ». C'est bien sûr, il y a une énorme responsabilité pour les managers de bien monter leur équipe, comme vous le dites, et de connaître profondément les profils et les personnalités et les soft skills de chacun des membres de l'équipe et de les mettre en valeur et de les potentialiser. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'empêche qu'il peut y avoir des nécessités de développement sur d'autres aspects, et notamment si on veut lancer une dynamique collective ou impacter sur certains besoins de l'entreprise, ça peut être nécessaire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Si tu veux rebondir là-dessus aussi, Dorothée, je sais que le rôle du manager t'est particulièrement cher, et je pense en effet que c'est un des talents, une des soft skills très importantes pour un manager, c'est de savoir identifier les talents dans son équipe et pouvoir composer avec. Et en effet, je te rejoins Virginie, je pense qu'il faut commencer par s'appuyer sur les forces de chacun et donner les moyens à chacun d'être encore plus fort sur ses forces. N'essayons pas de devenir quelqu'un qu'on n'est pas du tout, ça on perdrait tous notre temps et ce serait dommage parce qu'on a tous notre spécificité, donc développons-la, offrons-la au monde. Mais en effet, il y a certaines soft skills qui peuvent être vraiment intéressantes de développer, notamment en transversal dans une équipe, un esprit de si on a des collaborateurs qui ont un petit peu tendance à être tous dans leur sujet, les accompagner pour faire un peu de transversalité par exemple, ça fait de mal à personne quand même, par exemple. Merci Dorothée. Et merci Cyril.
Alors, on va aborder la question de la mesure de l'efficacité, qui est le cœur du sujet du webinaire. On voulait déconstruire un peu le mythe du tous mesure. Vous connaissez tous les évaluations à chaud, à froid. C'est vrai que l'évaluation à chaud, c'est une pratique indispensable. Donc, dans les formations aux soft skills aussi, il faut un test de positionnement en début de formation, une évaluation en fin de formation. Ceci dit, on pense qu'il faut conserver un certain recul là-dessus parce que souvent, dans ce monde-là, la fin de formation, quelque part, c'est le début de l'histoire. Donc, quand on est sur des formats longs, en fin de formation, on commence à pouvoir mesurer des choses. Mais quand on est sur des formats très courts, on ne mesure rien du tout. Donc, il faut en être conscient et c'est important. Et c'est pour ça qu'on a plutôt encadré le deuxième point, qui est l'évaluation à froid, qui nous paraît être le sujet vraiment clé dans les formations aux soft skills. Donc, l'évaluation à froid, c'est faire de l'évaluation à 3 mois, à 6 mois, comme vous voulez, quelque part, mais longtemps après la formation. Un article récent disait que 70% des entreprises aujourd'hui déclarent ne pas faire d'évaluation à froid, ce qui est quand même questionnant. Donc, il y a une vraie marge de progression là-dessus. Et puis, la question qui vient après, c'est comment est-ce qu'on fait cette évaluation? On peut faire de l'auto-évaluation, c'est mieux que rien. Mais nous, on se dit que le mieux, c'est de demander aux personnes qui entourent le stagiaire leur avis pour savoir si effectivement les compétences qui étaient à développer ont été développées. Donc, ça peut être de l'évaluation par les pairs, par le manager, par les managers. On peut rejoindre des logiques de 360, par exemple. Et il y a une autre voie qui est la logique plus, on va dire, algorithmique des outils d'assessment, avec une difficulté qui est souvent de réussir à mapper, en fait, l'outil d'assessment qui est souvent propriétaire et ce sur quoi il mesure avec la formation qui a été réalisée. En tout cas, c'est un sujet qui est passionnant, sur lequel on travaille et on pense que s'il y en a un seul à travailler, c'est sans doute celui-là. Et c'est sans doute pas le troisième, qui est le sujet du ROI. Pourquoi on en parle? ROI, retour sur investissement. On est parfois confronté à des clients qui nous disent, voilà, moi je vais investir quelques dizaines de milliers d'euros chez vous, combien ça va me rapporter? On est souvent face à des clients qui sont dans ce cas-là dans des cultures très, très héroïstes, très orientées achat, très processées dans le monde du chiffre ou dans le monde industriel. Et en fait, même quand on essaye de faire un lien entre une compétence comportementale et un objectif très opérationnel qui peut être un chiffre de vente, un PNL ou des choses comme ça, on arrive très vite à la conclusion que même s'il y a un effet, il est de toute façon indirect et c'est très difficile d'aller mesurer précisément l'impact de la formation et le lien entre les deux. Donc notre position là-dessus, c'est plutôt d'accepter de lâcher la mesure du ROI et d'accepter que tout dans l'humain ne se mesure pas, même à l'ère de l'intelligence artificielle dont on entend beaucoup parler. Virginie, est-ce que tu peux peut-être éclairer ça avec ton point de vue systémique? Oui, c'est ça. Avec l'approche systémique, en fait, on est bien conscient que quand on mesure quelque chose, l'objet de la mesure est affecté par l'intention de la mesure. Comme tu le disais tout à l'heure, si on a des mesures qui sont en fonction d'un outil d'assessment particulier, il y a le biais de ce même outil qui va aller chercher exactement ce qu'il espère trouver. Voilà. Et donc, pour les êtres humains, on trouve que ça a tellement d'effets, cette mesure pourrait avoir tellement d'effets, surtout si elle était avec une intention héroïste et avec un cadre achat, que ça ne serait pas approprié du tout. C'est pour cela que lorsque ça s'applique à des comportements humains, on préfère parler d'évaluation et, comme tu l'évoquais, d'auto-évaluation ou de co-évaluation entre pairs ou avec en mode 360, puisque là, on n'est pas sur des machines, bien évidemment, on est sur des êtres humains, donc on ne peut pas transposer des philosophies quelque part d'amortissement sur des comportements humains, ça serait inapproprié. Donc on fait autrement et on fait plus du qualitatif et de l'évaluation humaine par des êtres humains également. On a une question qui est remontée également de Sabine, je vais vous la poser, c'est plutôt pour toi Dorothée, je pense. Les soft skills ont été les grandes absentes des formations initiales. Cela commence à bouger, mais il est nécessaire de le renforcer, à commencer par les managers de la fonction RH que j'affectionne particulièrement. Quid du développement de ces compétences dans les formations initiales de l'IGS? Oui, effectivement, je me sens concernée par les questions.
Alors, comme je le disais en introduction, vraiment dans l'ADN du groupe IGS, il y a vraiment cette notion d'accompagnement. Et l'IGS propose depuis déjà pas mal d'années des programmes effectivement très tournés vers les soft skills. À titre d'exemple, nous avons 20% de nos cours, et pas qu'à l'IGS-RH, hein, nous avons 20% de nos cours, que ce soit dans l'école RH, dans l'école de commerce, dans l'école finance, enfin dans toutes nos écoles, nous avons introduit 20% de temps de formation sur les soft skills qui sont développés par HEP, qui est donc le think tank avec lequel nous travaillons et avec lesquels nous avons développé ces formations aux soft skills. Tous nos apprenants sont accueillis, par exemple, quand ils arrivent sur nos campus à la rentrée, par une journée d'intégration 100% sur les soft skills, hein, voilà, on les met vraiment en situation, on leur fait faire des exercices 100% soft skills. Donc c'est vraiment très très présent dans le groupe IGS. Ça fait longtemps qu'on y réfléchit, mais maintenant c'est extrêmement concret, hein, c'est quantifié pour le coup, c'est 20% de nos cours. Et j'ai également Rafa qui nous demande de donner des exemples sur les outils qu'on utilise pour former aux soft skills. Donc nous, chez Bloomer Impulse, on est très multimodal. Donc déjà d'un point de vue outils, on va avoir, enfin d'un point de vue, média sur la plateforme, on va avoir des vidéos, des tests, des mind maps à faire, des dessins à faire, des enquêtes terrain à faire, des questions à poser à son entourage. Enfin, c'est extrêmement varié. On peut même aller sur de l'inspiration avec des contes. On a des audios, des podcasts, des réflexions guidées à l'oral. Donc vraiment, on essaye de multiplier les modalités parce qu'on sait que tout le monde n'apprend pas de la même manière. Donc, on transpose ça en digital de la meilleure façon possible. Et ensuite, de manière plus précise, en fait, en fonction de la soft skill considérée, on va avoir des approches spécifiques. Mais globalement, on a chez Bloomer Impulse une approche systémique, comme on l'a un peu évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire très sur les interactions avec autrui, et puis plutôt positive, comme le disait aussi Dorothée tout à l'heure, on va plutôt chercher à valoriser ce qui est déjà présent chez les personnes et aller dans le sens du renforcement, et également pas mal d'exercices fondés sur les neurosciences. Voilà. Moi, je peux ajouter deux choses. Alors, sur la formation initiale, je suis ingénieur de formation, je peux vous dire que dans ce monde-là, on n'y est pas encore. C'est très clair, et on a d'ailleurs beaucoup de clients qui sont avec ce genre de métier dans le monde de l'ingénierie, parce que ce sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école dans ces métiers-là, et donc il faut en sorte derrière de pouvoir apporter ce type de formation à leurs ingénieurs ou à leurs techniciens. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième point qu'on n'a pas évoqué, c'est peut-être que quand on déploie ce genre de formation en entreprise, c'est souvent une démarche progressive. On n'y va pas d'un coup d'un seul. Je vois Dorothée qui hoche la tête. Tu veux compléter peut-être, Dorothée, et illustrer ça ? Si vous voulez, effectivement, en tout cas, je vous rejoins complètement dans le fait que ces formations aux soft skills les ROI ne peuvent pas être ni financiers, ni même quantifiés, et je compatis avec mes collègues RH parce que ça peut vraiment être un frein pour nous dans la promotion de l'investissement dans les soft skills. Et là où je te rejoins, Laurent, c'est qu'effectivement, moi, je crois beaucoup à la politique des petits pas, à la politique de la démonstration. Et ce que j'ai pu constater, c'est que c'est parce qu'il y a une première expérience réussie de formation aux soft skills. Je vais prendre un exemple tout simple. C'est par exemple un nouveau manager, un collaborateur qui prend pour la première fois des fonctions de management et qu'on va par exemple coacher, qu'on va faire accompagner par un coach, par un tiers. Et bien le ROI, ça va être le manager du nouveau manager qui dit tiens, effectivement, j'avais fixé ça et ça comme axe de progression. En effet, les projets avancent mieux. Il a gagné en autonomie, il me dérange moins. Le turnover de l'équipe a baissé, par exemple. C'est pas cumulatif. Il y a une meilleure cohésion, il y a plus de créativité. Donc voilà, c'est une première expérience, une deuxième, une troisième qui permet
petit à petit, par la démonstration, de montrer toute la valeur que l'on a à investir là-dedans. Et d'ailleurs, moi, alors bon, à l'IGS, vu notre activité, vu notre ADN, c'est sûr qu'il y avait déjà une culture d'entreprise très prête à ça. Néanmoins, il a fallu continuer à démontrer pour pouvoir proposer ce qu'on vient de faire là, un programme de formation donc avec Bloomer, qui est un programme en ligne sur le télétravail, et on a pu le proposer à 850 collaborateurs, ce qui est quand même assez important comme démarche, mais qui, encore une fois, vient d'une culture d'entreprise qui s'est bâtie petit à petit, progressivement, par la démonstration. Ouais, et ça veut dire aussi quelque chose côté EOF, entre guillemets, c'est que il faut créer une relation dans la durée partenariale entre organismes de formation et clients, parce que c'est pas juste de la vente de commodité, en fait. Ça prend du temps, il faut y aller progressivement, il faut acculturer, et chaque client est spécifique et n'a pas le même point de départ, notamment, et la même volonté en termes de point d'arrivée. Excuse-moi, alors une petite question de Anne qui peut-être, qui est dans le fil de ce qu'on vient d'évoquer. Bonjour, vous avez évoqué l'évaluation au titre de la mesure d'un ROI. Pouvez-vous approfondir la notion de ROI ou d'évaluation? Renvoie surtout à la capacité de mesurer l'impact de la formation sur la compétence attendue du collaborateur. Comment mesurez-vous la montée en compétence à l'issue de la formation, Alors, on fait la distinction entre l'évaluation et le ROI. Le ROI, c'est vraiment retour sur investissement. Donc, c'est j'ai mis de l'argent dedans dans une formation et je veux mesurer l'argent que je gagne. On parle vraiment de euros. Donc, c'est quelque chose de très spécifique qui vient de la logique financière, un investissement, un calcul de retour sur investissement. Et encore une fois, on pense que sur les soft skills, c'est sans doute pas des choses qui sont très appropriées. Après, sur l'évaluation, nous, systématiquement, on fait des tests de positionnement en début de formation. Donc, on va aller poser quelques questions pas compliquées aux apprenants sur où ils en sont aujourd'hui par rapport à la thématique de la formation. Et c'est là aussi pour leur faire prendre conscience, ça rejoint ce que je disais sur la motivation intrinsèque. C'est-à-dire que les collaborateurs choisissent cette formation et c'est bien quelque part au début d'en remettre une couche en leur faisant constater très concrètement avec des questions et des réponses, avec des échelles, que oui, ils ont une marge de progression et quelque chose à aller chercher. Donc, on fait un test de positionnement au début et on va aller à la fin de la formation reposer les mêmes questions, à la fois pour leur faire constater eux-mêmes qu'ils ont avancé, ce qui est très important en termes de dynamique personnelle, et ce qui est important aussi pour nous en tant que concepteurs de ces programmes, parce que c'est du coup un outil qu'on a pour piloter la qualité de ce qu'on fait, et ce qui est important aussi évidemment pour nos clients, puisque les informations sont communiquées aux clients de manière anonymisée. Donc, on évalue aussi à chaud en fin de formation. Et comme nos formations durent sur, en moyenne 8 semaines, on commence à mesurer des choses, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et on fait aussi de l'évaluation à froid au bout de 3 mois. Aujourd'hui, en auto-évaluation, et on est en train de mettre en place des choses sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est la mesure plutôt par les pairs, par le manager, par les managers, pour faire doubler un peu les regards, on va dire. Merci, Laurent. Il y a pas mal d'autres questions, mais on les garde et on va peut-être avancer. Ça marche. Alors, on va aborder le dernier point qui était le thème mystère. Pourquoi il est important pour nous? Vous voyez, c'est la démocratisation. Il est important pour nous parce qu'en fait, c'est ce qui a donné naissance à Bloomer. Bloomer, au départ, a été créé parce qu'on s'est dit comment est-ce qu'on fait pour tirer parti du digital pour que le plus grand nombre de personnes puissent être accompagnées à un coût qui reste raisonnable sur tous les sujets qui nécessitent de l'individuel. Là où avant, en gros, je vais caricaturer, mais il y a un peu que les VIP qui avaient accès à des choses comme le coaching. Donc, ce qu'on fait permet à des responsables de formation de proposer de l'individuel au plus grand nombre. Et on nous dit souvent, mais on ne peut pas proposer l'individuel à tout le monde. Hein, ce qui est bien, c'est que c'est en train de devenir un mythe. Mais effectivement, il y a un enjeu qui est comment est-ce que je fais pour impacter positivement le plus grand nombre de personnes possible, en tout cas tous ceux qui en ont envie et besoin, avec des ressources contraintes. Et là, on observe 3 grandes stratégies. La première, qui est la plus répandue, c'est la stratégie manager. On revient à eux, c'est le fait de dire, ben voilà, on a un budget limité, on va investir sur nos managers parce qu'on considère que ces compétences soft sont évidemment fondamentales pour ce métier-là. Mais en plus, comme ils animent des équipes, ils vont quelque part, par leur présence et par leur comportement, infuser dans leurs équipes. Et donc, ça va aller au-delà du manager lui-même. Donc, j'ai un effet quelque part de capillarité qui est intéressant
j'ai un effet direct sur le manager et de capillarité dans ses équipes. Donc, c'est une première manière de faire. Et elle est pas, enfin, toutes ces stratégies sont non exclusives les unes des autres. La deuxième stratégie, c'est la stratégie qu'on a appelée la stratégie talent. Donc là, certaines entreprises identifient ce qu'ils appellent des talents, des hauts potentiels, on les appelle comme on veut, et vont décider d'investir sur ces personnes parce que ce sont elles qui sont les plus engagées et qui, sans doute, demain, seront aux commandes de l'entreprise. Et donc, les RH se disent, comme ce sont les personnes à qui on va demander de fédérer, d'entraîner les autres, on voudrait qu'elles incarnent les valeurs humaines qu'on veut voir se développer dans l'entreprise. Et de la même manière, elles vont les acquérir elles-mêmes, elles vont les développer et elles vont infuser par l'exemple qu'elles vont donner dans le reste des équipes. Donc ça, c'est une deuxième stratégie possible. Et la troisième, qui commence à monter, on va dire, et on en est ravis, on l'appelle la stratégie humaniste. Et là, très concrètement, moi, je suis face à des DRH qui me disent chez nous, il n'y a pas de talent ou de non-talent. Je voudrais que toutes les personnes qui en ont besoin puissent être accompagnées individuellement sur ces sujets de soft skills, quel que soit leur métier. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils proposent tout simplement ce type de format à toute l'entreprise. Et puis après, en termes de budget, si ça passe pour l'année en question, tant mieux. Et si ça passe pas, ils étalent ça sur plusieurs années parce que c'est pas dramatique de faire ça sur plusieurs années. Voilà un peu les trois grandes stratégies. Mais en tout cas, sachez qu'on peut aujourd'hui proposer de l'individuel à tout le monde. Ça existe. On a des clients qui en sont la preuve. Dorothée, qu'est-ce que tu peux nous dire, par exemple, au sujet de la démocratisation? Alors, en tant que cliente de Bloomer, je peux illustrer ce qui nous arrive là en ce moment, c'est que nous venons de renégocier un avenant à notre accord télétravail qui est cette fois-ci, enfin, il était déjà en place, qui était déjà formidable, mais voilà, on est allé encore plus loin dans cet accord télétravail. On s'inscrit bien sûr dans ce qui nous semble, je pense que ça, on sera à peu près tous d'accord, dans un changement vraiment en profondeur et vraiment durable de nos modalités de travail. À notre avis, il n'y aura pas de retour en arrière, il y aura un avant et un après pandémie. À l'automne dernier, on a sondé l'ensemble de nos collaborateurs avant de lancer les négociations, pour comprendre voilà où est-ce qu'ils en étaient, pour tirer un peu les enseignements de cet exercice grandeur nature de télétravail contraint. Voilà, pour voir où est-ce qu'ils en étaient. Et en fait, ce qu'il en est ressorti, ce qui était intéressant, c'est de voir que malgré les difficultés, parce que vraiment ça a été compliqué pour beaucoup, malgré les difficultés traversées pendant la pandémie, eh bien la majorité, vraiment très nette des collaborateurs, souhaitait bénéficier à la sortie de la crise d'un télétravail choisi, augmenté. En gardant évidemment les bons côtés et en mettant de côté ce qui avait été très compliqué dans le télétravail contraint. Donc devant cette volonté vraiment massive d'aller de l'avant sur ce sujet-là, on s'est dit c'est au-delà d'un accord télétravail, il y a vraiment à accompagner encore une fois une mutation vraiment en profondeur, durable, que les salariés soient couverts par un avenant télétravail ou pas d'ailleurs, parce que demain ceux qui ne choisiront pas de solliciter cet accord télétravail travailleront avec des collègues qui seront eux en télétravail. On parle pas mal d'hybridation du travail. Donc il y a vraiment des choses qui à notre sens va beaucoup changer. Et une de nos valeurs dans le groupe IGS, c'est le H de HEP, c'est humanisme. Alors je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Laurent, et la stratégie humaniste avec toute l'équipe RH. On a vraiment réfléchi en disant comment on peut accompagner l'ensemble des collaborateurs dans cette évolution du travail. Et en effet, comme tu le disais aussi, Laurent, on ne pouvait pas mettre un coach derrière chaque collaborateur. On est quand même 850. Bon, voilà. Donc, on a sollicité, on a fait notre étude de marché, notre travail, et on a choisi de travailler avec Bloomer pour mettre à la disposition de l'ensemble donc des salariés un programme de formation en ligne qui s'appelle Télétravailler sereinement.
Et là, je pense qu'on peut parler, puisque le sujet c'est des mesures démocratiques, je pense qu'on peut dire que ça c'est démocratique. Hein. Tout le monde va y avoir accès pendant un an. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce programme-là? Pour deux raisons, en fait. Il y a à la fois, ce qui nous a plu, c'est la dynamique individuelle, c'est-à-dire que pendant un an, et peut-être plus, hein, on verra, chacun va à son rythme pouvoir se connecter donc en ligne, s'approprier. Laurent disait tout à l'heure qu'effectivement, c'est fini, hein, les formations aux soft skills où on est de 9h à 17h dans une même salle, 1 heure et demie par semaine, c'est déjà très très bien, hein, pour pouvoir s'approprier les choses au fur et à mesure. Donc là, les collaborateurs vont pouvoir se connecter quand ils veulent, d'où ils veulent, où qu'ils soient, grâce à la technologie du digital, mais pas que. Et c'est ça qui nous a plu aussi dans le côté humaniste. Outre l'approche dans le contenu, qui est déjà très humaniste, il y a aussi la possibilité de faire appel en ligne à un coach et de lui poser ses questions. Donc, on aime bien cette hybridation, là encore, du digital, mais aussi de l'humain. Donc, ça, c'était vraiment très important pour nous. Et puis, la deuxième raison pour laquelle on a choisi Bloomer, c'est la dynamique collective. Nous faisons une grande émission télé la semaine prochaine pour lancer vraiment le programme, mais l'idée, ça va être de suivre ça dans le temps et d'encourager notamment les managers à utiliser tout ce qu'il y a comme contenu et comme apport de connaissances sur ce programme, de le partager en équipe, de faire des petits challenges d'équipe pour dans un état d'esprit d'émulation, et c'est aussi pour aider les managers. Hein. Et il y a d'ailleurs un petit programme, enfin pas petit d'ailleurs, très 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 construit sur le management à distance aussi, parce que ça va être compliqué pour les managers aussi, me semble-t-il. Voilà. À ce sujet, on a Roger qui précise qu'en termes de progression, pour le développement des soft skills, ce n'est pas forcément linéaire. Et c'est bien pour ça, en effet, Roger, qu'on y va dans la durée et qu'il y a différents moments. En fait, il y a le moment vraiment de la formation qui est fort, et puis après, il y a des suivis plus tard à froid, justement, et éventuellement des animations en groupe aussi. Et puis, comme après, les entreprises également font les services RH, ancre les choses également dans la durée, on en parle ensemble, et ce que vient d'évoquer Dorothée est tout à fait un bon exemple. Alors, j'ai d'autres questions. J'ai Roger qui demande si les formations prennent-elles en compte la culture de l'entreprise. Moi, je peux répondre, puisque nous, on a pu, d'abord, ça correspondait à notre culture déjà, humaniste, ça c'est sûr. Et en plus, ce qui était vraiment très sympa, c'est qu'on a pu personnaliser notre mot d'accueil, on a pu mettre des contenus spécifiques à l'IGS. Donc voilà, c'est un petit bout de réponse. Pardon, Virginie, je te rends la parole. Ouais, très bien, merci. Et puis, on a Audrey également qui nous demande, pour comprendre pourquoi ne pas faire des formations collectives et individuelle. Cela permet aussi de renforcer un sentiment d'appartenance pour les collaborateurs, n'est-ce pas? Donc, on fait aussi... les formations ne sont pas collectives, mais on a des ateliers collectifs. Et ça dépend de la demande, encore une fois, de nos clients RH. Donc, Dorothée, peut-être que tu veux réagir sur le point collectif. En tout cas, là, je reprends l'exemple que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va effectivement accompagner et encourager les managers à s'approprier effectivement ces contenus et les partager pour animer leurs équipes. Que chacun soit pas... L'idée n'est pas juste d'envoyer un lien et que chacun soit dans son coin et fasse le programme à son rythme et puis c'est terminé. L'idée, c'est que ça fasse effectivement du transversal et de l'émulation. Donc, ça va être notre job d'animation de notre communauté de managers. Pour compléter, on pense quelque part que l'individuel est fondamental et indispensable et que c'est sans doute le socle à ne pas louper, et que dans les cas où il y a besoin et envie de collectif, évidemment, c'est bien d'ajouter du collectif par-dessus, entre guillemets, quand on adresse soit des grandes populations, soit des populations plus limitées, mais de managers, de talents, où on a envie de générer de l'entraide, de la cohésion, ce genre de choses. Mais c'est pas le cas chez tous les clients. On a des clients qui ne veulent pas de collectif et pour qui c'est vraiment, quelque part, ça permet de proposer, entre guillemets, du coaching à des gens qui n'étaient pas éligibles à ça jusqu'à maintenant. Donc
ça n'est pas du coaching au sens strict, mais on va leur proposer quelque chose qui est individualisé, qui est accompagné individuellement, chose auquel ils n'avaient pas droit jusqu'à maintenant dans l'entreprise. C'est souvent vécu comme un cadeau par ces personnes, et c'est souvent transformé. C'est ça. On a vraiment des cas où il va y avoir vraiment un objectif collectif, par exemple, parce qu'il y a une population, par exemple, les innovateurs, les pionniers dans une entreprise, ils vont tous faire la formation à l'audace, à l'entraînement à l'audace en même temps, et ça a du sens parce que là, il y a vraiment un collectif qui est créé autour d'une valeur forte de l'entreprise. Mais on a aussi le cas le plus courant, qui est plutôt une imprégnation un peu pointilliste, comme le dit Laurent à l'instant, d'individus un peu partout dans l'entreprise. Et là, c'est différent. C'est vraiment, oui, c'est ça. C'est la méthode des petits pas, comme disait Dorothée tout à l'heure, une personne à la fois, ici à droite. Et donc, petit à petit, finalement, ça amène un changement sur le collectif. Je regarde s'il y a d'autres questions. Il y a Delphine qui nous dit merci déjà, donc merci Delphine. Que répondez-vous aux critiques adressées aux entreprises qui veulent développer les soft skills de leurs collaborateurs et que l'on soupçonne de vouloir formater leurs salariés à leur modèle, à leur culture? C'est intéressant parce que nous, on est justement dans une approche où on dit qu'il faut respecter la singularité. On est très à l'aise avec ça, effectivement. Ouais. Et donc, on n'est pas du tout dans nos formations sur des logiques où on dirait aux collaborateurs quelque part, il faut que tu sois comme ça. On est vraiment dans une logique où on les aide à trouver, on va dire, la posture, les comportements dans lesquels ils vont être à l'aise dans leur basket, parce que c'est ça qui va faire qu'ils vont être bien dans leur travail. Virginie, tu veux peut-être... Oui, c'est ça. C'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, on a une approche positive et une approche qu'on appelle une approche appréciative, c'est-à-dire qu'on va toujours prendre le soin au début des programmes de regarder ce qui est déjà là chez la personne et que la personne reste dans son style, c'est-à-dire que ce soit nos programmes sur le leadership, que ce soit nos programmes de management, que ce soit, voilà, on est toujours très, très clair avec le fait que la personne doit prendre ce qui résonne pour elle dans le programme. Et le coach est là pour ça également, pour personnaliser. Parce qu'évidemment, le programme, il est écrit une fois pour toutes. Mais d'abord, la façon dont c'est écrit, c'est très ouvert et c'est plutôt pour ouvrir les possibles que pour enfermer dans un but qui serait donné à l'avance. Et puis, c'est vraiment le rôle du coach qui accompagne également de peaufiner avec la personne, de customiser son apport, son bénéfice dans la soft skill apprise. Je vois aussi qu'il y a Edgardo qui nous demande ce qu'on pense des mad skills. S'agit-il d'une mode, d'une réalité ou d'un moyen d'aller au-delà des soft skills en incluant aussi des passions personnelles dans notre développement professionnel? Qui répond? J'avoue, je n'ai pas tellement d'avis sur la question. Ouais. Les mad skills, en fait, moi, je pense que c'est un peu, comment dire, c'est à la fois une mode et une réalité. Encore une fois, ça dépend, enfin, je vais repasser la parole à Dorothée, mais je pense que ça dépend énormément de la gouvernance de l'entreprise par rapport à ça. Et que effectivement, il y a des entreprises où c'est tout à fait bienvenu et qui ont compris que la singularité de la personne et des choses un peu out of the box pouvaient enrichir. Mais ça dépend des postes également. Donc, Edgardo, il faudrait qu'on fasse une conférence uniquement sur votre sujet. C'est très intéressant, mais là, j'ai envie de répondre pendant 30 minutes et je n'ai pas ce temps-là. Donc, merci pour cette question. Mais voilà, on va passer également aux autres questions. Il nous reste très peu de temps. Ouais, il reste très peu de temps. Roger nous demande quels sont les principaux freins que l'on rencontre dans notre approche. Alors, il y a un frein souvent côté RH qui est le frein budgétaire. On l'évoquait un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que quand un RH dit je voudrais mettre ça à disposition de tout le monde, quelque part il a envie, mais il a peur que tout le monde lève le bras parce que il se dit si tout le monde lève le bras, comment je vais faire pour je vais devoir dire non à certains parce que j'ai pas de budget. Et ça, en fait, c'est souvent une crainte qui s'avère infondée parce qu'il y a moins de demandes que ce que pense le RH. Et j'ai envie de dire, à contrario, s'il y a plein de demandes, quelque part, vous êtes face à un bon problème, quitte à étaler ça encore une fois sur plusieurs années, c'est pas un gros souci. Et on fait dans certains cas ce qu'on appelle du design to cost, c'est-à-dire que quand on parle d'une population spécifique, on peut partir d'un budget et monter un dispositif ad hoc qui va mixer de l'individuel, écrit ou oral, et du collectif pour que, on va dire, le rapport qualité-prix soit au rendez-vous. Donc voilà, ça c'est pour le frein éventuellement financier. Après, il y a peut-être le frein
de l'envie. C'est le sujet de l'envie qu'on évoquait tout à l'heure. C'est comment est-ce qu'on fait pour donner envie, pour inciter les gens à rentrer dans ce genre de dynamique. Et là, il y a ça dépend vraiment des entreprises. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent jouer, comme la culture, comme ce qui a été déjà fait avant ou pas sur ces sujets. L'effort aussi que mettent les RH sur ces thématiques-là, l'implication éventuellement des dirigeants et ce genre de choses. Voilà les deux freins que je vois. J'ai encore 2 autres questions. Alors, je vais répondre très vite. Que pensez-vous des questions? Allez-y, pardon, je te coupe. Oui. Allez-y. Petit à petit, allez-y. Ça, à la fin, c'est par la démonstration que vous allez y arriver. J'ai Sophie qui demande ce qu'on pense du questionnaire Profil INC qui révèle les soft skills et la dynamique comportementale de l'Institut neurocognitif. Donc moi, je suis formée à l'approche neurocognitive, donc je vois très bien de quoi vous parlez, Sophie. Donc j'en pense le plus grand bien. Cela dit, nous, on ne peut pas l'intégrer à nos programmes puisque il faudrait inventer un partenariat. Mais en tout cas, le profil INC appartient à l'Institut neurocognitif et nous, on est indépendants. Donc voilà, mais j'en pense le plus grand bien, c'est très très bien, hein, mais voilà, pour l'intégrer dans nos programmes, c'est pas forcément fluide. Et sinon, j'ai Cyril qui nous demande à l'heure de la responsabilité sociétale et des critères ESG, vos formations s'adaptent-elles aux valeurs définies par l'entreprise au-delà de l'humanisme? Laurent, tu veux répondre? Oui, c'est une bonne question. En fait, on a une modalité qu'on appelle le parcours à la carte où en fait nos clients choisissent dans notre catalogue les formations qui les intéressent en fonction de la direction justement qu'ils veulent donner un peu sur tous ces sujets-là. On met ça dans un espace en ligne et les collaborateurs vont aller dans cet horizon qui a été choisi par les RH, par l'entreprise, choisir et travailler sur les sujets qui sont importants pour eux. Donc, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur le côté individualisé et respect de la singularité. Et donc, c'est comme ça que, quelque part, c'est le choix de ces programmes qui est aligné avec les valeurs en question qui fait la chose. Et puis, on peut aller jusqu'à, comme le disait Dorothée aussi, adapter les programmes, puisqu'on sait adapter nos contenus pour aller éventuellement mettre des choses qui n'y sont pas aujourd'hui ou enlever des choses que l'entreprise voudrait ne pas voir. Et on va jusqu'à faire de la co-conception. Une grande partie de nos programmes a été en fait co-conçu avec des RH et des entreprises, notamment parce qu'on aime ça et aussi parce que ça permet de garder les pieds sur terre et d'avoir des choses qui sont très actionnables et très pratiques et ancrées dans la réalité de l'entreprise. Je pense qu'on va devoir s'arrêter, Virginie, parce qu'on est à 47 minutes et qu'il y a plein de webinaires prévus dans cette journée Parlons RH. Merci beaucoup à tous. Merci de votre attention, de votre participation. C'était très sympa. Un vrai plaisir. On vous souhaite une excellente journée, excellente fin de semaine. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.